Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une toute petite vidéo, vraiment une petite vidéo. Je devais la faire aujourd'hui dehors et puis je suis parti en footing. Quand je dis en footing, je suis parti en sprint voilà, pour aller poser des chèques à la banque. Et ça a été, voilà. Quand je suis rentré, il faisait nuit, donc voilà, le temps d'arriver, de me reposer. Ok, donc juste pour répondre à quelques questions, d'abord on va parler de guerre civile encore une fois. Bon, tout ça c'est voulu, hein. Maintenant, comment les gens, encore une fois, comment les gens vont se reconnaître? Est-ce qu'il y en a qui auront le drapeau français, d'autres le drapeau européen? Je sais pas. Là, je vois bien Macron, président de l'Europe, hein, puisque voilà, c'est son truc, hein. Ok, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut travailler sa résilience, apprendre à être de plus en plus fort, hein, d'ailleurs de plus en plus fort, de plus en plus résistant, au niveau cellulaire, au niveau psychologique hein, aussi. Donc c'est quelque chose, quand Sumi Sensei parlait d'art martial, ou les anciens parlaient d'art martial, c'était pas simplement de faire des techniques avec des bâtons, il y avait la préparation physique, il y avait tout ce qu'il y avait derrière. Hein. Comme je dis, quelqu'un qui veut vraiment s'entraîner, par exemple, être champion dans n'importe quoi, ou être performant dans n'importe quoi, la technique technico-tactique par elle-même, par exemple le sparring pour un boxeur, ça va être 20% du coup, quoi, 20% de l'entraînement. Le reste, ça va être de la musculation, je dirais, travail sur la concentration, travail sur l'équilibre des appuis, travail sur le sprint, sur le cardio, voilà, sur la force, la rapidité, la pliométrie, l'endurance, la résistance. C'est pas simplement faire du ring, quoi, je veux dire. Enfin, voilà. Donc, quand je dis que je fais des stages sur les arts martiaux, c'est des stages où je vous apprends justement à développer votre résistance, votre endurance. Donc ça au Japon, ça s'appelle ninjutsu, hein, la technique qui entraîne la résistance et l'endurance. Un nin voulant dire résistance, patience aussi et endurance. On va dire que la patience c'est l'endurance psychologique, hein, mentale. Voilà. Et donc, et pas seulement des techniques de coup de poing, coup de pied, etc. C'est important parce que justement, j'ai quelque chose à vous parler par la suite. Donc j'ai quelqu'un qui m'a écrit et qui me parle qu'il a une impossibilité à méditer. Il a essayé en stage, ça a été très dur pour lui. Bon, il y a plusieurs façons de méditer. C'est sûr que se mettre face à un mur direct comme ça, quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître bizarre. Mais la personne m'avoue qu'elle ne veut pas se regarder face à face. Elle ne veut pas se retrouver face à elle-même. Bon, c'est clair. Vous savez, au Japon, Deshimaru Sensei disait qu'en fait, quand tout le monde peut faire, comme Dogen disait, tout le monde peut faire zazen, sauf les fous et les enfants. Alors les enfants, parce qu'ils sont dans le virtuel, les enfants. Ils jouent tout le temps, ils sont toujours avec un ami imaginaire, ils sont tout le temps en train de performer en visualisant des adversaires, des jeux, ils traversent une route, ils s'imaginent que c'est une rivière, ils marchent sur le bord du trottoir, ils s'imaginent que c'est une poutre par-dessus le vide, ils sont toujours dans le virtuel. Sauf que la génération jeux vidéo cannabis, là, à 35 ans, ils sont encore dans le virtuel, et là c'est grave. Donc les gens qui peuvent pas se concentrer, qui peuvent pas faire zazen, oui c'est pathologique, c'est un problème mental, tout à fait. Donc ça se travaille. Maintenant, comme j'ai expliqué à des mamans d'élèves, j'ai plusieurs façons de faire travailler la méditation, y compris aux enfants. C'est de les faire traverser une poutre, dans la réalité, à les faire passer sur des obstacles. Voilà, j'ai montré les exercices de la balle là, pour les adultes que je fais au mur, la balle au mur par exemple. Alors la balle au mur n'a rien à voir avec simplement le travail de la proprioception comme on peut le croire, c'est un travail aussi pour développer sa concentration. Et puis mais malheureusement, si on ne s'accepte pas soi-même, déjà au départ, si on ne s'aime pas soi-même, alors déjà on ne peut pas exiger que les autres vous aiment, mais si déjà on ne s'accepte pas, on n'accepte pas son mental, c'est-à-dire sa programmation, c'est difficile. La méditation, un des buts de la méditation, c'est de se déprogrammer, c'est de faire un reset. C'est comme le jeûne, vous voyez, vous faites un reset. Vous mangez quelque chose qui est bon,
vous voyez, vous avez le souvenir du plaisir, et ça vous travaille, et ça vous travaille, et ça vous travaille, et puis vous avez qu'une idée en tête, c'est d'aller vite continuer à bouffer ce genre de truc, n'importe quoi, un plat que vous avez découvert, etc. Et ça devient une sorte de dépendance. C'est une addiction voilà, sensorielle. Et la meilleure façon de casser l'addiction, c'est de jeûner. Vous jeûnez 2-3 jours. Beaucoup arrêtent l'alcool ou la cigarette. Enfin beaucoup, malheureusement pas assez. Mais on peut arrêter l'alcool et la cigarette après un jeûne. Hein. Ça, c'est, faites 3 jours de jeûne sec. Et puis déjà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en fin de compte. Hein. Alors si c'est 3 jours de jeûne sec dans un monastère à méditer, voilà, ça c'est mon rêve. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir un local où je puisse organiser des petites séchines, on appelle ça des séchines, hein, c'est-à-dire des recueillements sur soi-même, hein, des sessions de recueillement où l'on puisse jeûner et méditer pendant 3 jours. Je sais que beaucoup de moines zen, certains moines zen en France, voulaient faire ça, mais on leur disait non, il faut être plus cool, c'est trop extrémiste. Comme moi, quand je disais qu'un ninja faisait 60 kilos, j'étais un extrémiste. Parce que tous les gens qui me disaient ça, c'était des élèves de profs qui faisaient 125, 130 kilos. Ben oui, mais bon. J'ai fait un livre avec 40 sources hein, qui vous dit que c'est ça, hein. Un ninja, ça fait 60 kilos, point, barre. Un ninja, c'est japonais et ça fait 60 kilos. Voilà, donc, pourquoi c'est important aussi de méditer? Parce qu'on ramène les énergies vers soi-même. C'est-à-dire on arrête de vivre dans le virtuel, on arrête de projeter son énergie sur un écran ou dans des rêves, hein, vous voyez, génération cannabis. Et pourquoi? Tout simplement, on dit les parents font notre corps physique, c'est-à-dire ils envoient leur énergie lors de l'accouplement, hein, la force yin et la force yang, hein, qui va se spiraler, on va dire, dans le ventre de la mère et qui va faire un fœtus en forme de spirale. Et après, cette spirale va se développer, va se mettre droit comme ça, et jusqu'à l'âge de 30 ans, on vit avec l'énergie de nos parents. Alors c'est un nom, hein, je ne me rappelle plus, ça s'appelle le Cheng, le Jeng, le Jing, le Jing, je sais pas quoi. C'est l'énergie des parents, et dans la science physiologique occidentale, on dit qu'à partir de 30 ans, les hormones foutent le camp. Même avant, hein, mais bon, l'hormone de croissance, par exemple, on n'a plus besoin de grandir. Voilà, donc si on persiste à vouloir grossir, etc., on va faire les mTOR, enfin voilà, c'est des... je sais pas si on peut appeler ça des molécules, je sais pas, qui sont là pour faire la croissance du corps physique aussi, mais bon, le cancer aussi aime bien les hormones de croissance. Voilà, donc ça on en parlera avec les stagiaires, et... pour moi, l'important, c'est de savoir ça. C'est qu'une fois que vous avez votre corps physique arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en décroissance. Physiquement, vous allez vous casser la gueule, de toute façon. C'est le principe tout marche par... la loi j'en ai parlé dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps. J'ai perdu le nom, mais ça va me revenir. Tout ce qui se construit, à un moment, se déconstruit. Hein, vous avez des rochers, les rochers, ça va devenir des sables, et des sables sous la pression va redevenir de la silice, et après ça va redevenir du sable, et après des rochers, etc. Bon, ça c'est une loi. Tout ce qui se construit va se déconstruire. Donc le corps, il se construit, et après il faut se battre pour arriver à le maintenir encore bien droit, etc. Bon, ça c'est qu'un détail sur le corps physique, là. Maintenant, à nous de faire ce corps énergétique. C'est une sorte de véhicule, on appelle ça un véhicule, c'est comme une fusée, hein, qui au moment d'être mort, va nous envoyer chez nous, va nous ramener chez nous, et pour ça il faut un corps d'énergie. On appelle ça un enfant d'énergie, je ne sais plus comment ils appelaient ça, un enfant d'énergie, un enfant de chi, je crois, qu'il faut nourrir et qu'il faut faire grandir par la méditation, par le travail du qigong, par le travail du tai chi. Voilà, ça ce sont... voilà. Donc... moi, mon boulot, pour le moment, je peux vous expliquer comment vous tenir droit, comment arriver à lutter contre la déchéance physique, mais c'est plus important aussi quand même, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez mourir, votre corps va mourir, donc le truc, c'est de travailler ce corps psychique, là, ce corps, c'était énergétique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler chez nous, ce corps de chi, voilà, donc ça c'est important. Je
pense que c'est important parce que les 3/4 justement qui vivent dans le virtuel n'ont pas ce corps de chi. Et ils commencent à péter les plombs vers 30 ans. Voilà, suicide, alcoolisme, dépendance au sexe et jeux vidéo et compagnie encore. Ce sont ce qu'on appelle des adolescents, hein, c'est-à-dire ils spignolent à 35 ans comme des adolescents. Hein. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire en fin de compte sur cette question de pourquoi certaines personnes ne peuvent pas méditer. Parce qu'ils n'arrivent pas à revenir vers eux-mêmes. Ils ont tellement balancé les énergies à droite et à gauche que il n'y a rien, quoi. C'est comme si on voulait semer des graines sur du ciment. Il n'y a pas de corps de chi. Et il faut créer ce corps de chi. Voilà, donc les grands maîtres de Qigong me corrigeront, hein, de toute façon. Hein. Voilà, je vous avais dit que je parlerais du karaté. Alors j'avais commencé un petit dossier et je vous ferai ça très très bien. Mais voilà, il y a un livre qui a été écrit par Hirayama Gyozo et Seiku Fujita. Qui s'appelle le Bugei Juhapan. Le Bugei Juhapan, c'est l'ensemble des 18 pratiques martiales qui existent dans le Japon, au Japon médiéval, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait les arts martiaux, hein, Bugei. Alors je ne vais pas tous vous les citer, hein, je ne vais pas vous les citer d'ailleurs, hein, je vous ai déjà cité plusieurs fois sur d'autres vidéos. Donc vous avez 18 sections martiales, hein. Et bien sûr, dedans, il n'y a pas de karaté. Hein. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'à un moment, il parle du karaté. Et vous voyez les idéogrammes qui sont utilisés, vous voyez. Pardon, ici, là. Ça, c'est karaté qu'on connaît souvent. Et ça, c'est le karaté original. Alors, pour moi, c'est important. Hein. Donc, il dit... alors, ça s'appelle karaté par Hirayama Gyozo et Fujita Seiko dans Bugei Juhapan. Le karaté est une technique de combat importée de Chine vers les îles Ryukyu, Okinawa. À cette époque, la Chine était appelée Kara. Ça s'écrivait Kara. C'est un style de combat chinois qui utilise à la fois les mains et les pieds. Ce style de Ryukyu Kempo est devenu populaire, donc de boxe des Ryukyu, pardon. Ryukyu, c'est l'archipel d'Okinawa. Est devenu populaire à la fin de l'ère Taisho, 1912-1926, et s'est étendu au Japon continental sous le nom de karaté, ou combat à la main à la chinoise. Il est finalement devenu populaire dans tout le Japon. La boxe, donc Kempo, est un combat entre deux adversaires. Ah oui, ça c'est une phrase qui a été citée plus tard en 1935, lors d'une réunion avec Gishin Funakoshi et d'autres maîtres. C'est marrant, hein. On a la date exacte, hein, ne vous inquiétez pas, je vous dirai tout ça. Donc, quelqu'un dit que le Kempo est un combat entre deux adversaires dont les mains sont vides. Le karaté, donc main chinoise, et le Kempo, le boxe, utilise des techniques non armées pour renverser l'ennemi. Ainsi, plutôt que d'utiliser le kanji kara, main représentant la Chine, nous devrions utiliser le kanji kara qui représente la vacuité, le vide. Donc c'est ainsi que karaté a été changé en karaté, c'est-à-dire karaté ainsi, main chinoise a été changée en karaté main vide. Mais en fin de compte, la vérité, c'est pas ça. Hein. En fin de compte, c'est quand le Japon est arrivé en guerre dans les années 31, je crois, contre la Chine, tout ce qui était chinois était très mal vu. Et donc, les Okinawaïens, c'est-à-dire les gens qui venaient d'Okinawa, hein, et qui enseignaient, donc Funakoshi qui enseignait le karaté dans la pension pour immigrer okinawaïen à Tokyo, bon ben il s'est dit on va être lynché, quoi. Donc il a changé sa technique, il a appelé ça karaté, voire même karaté-do, hein. Ça n'a rien à voir avec les do créés au XVIIe siècle durant l'ère Edo, hein. Donc alors comme le précise Tokitsu Sensei, le karaté est originellement pratiqué au Japon par les immigrés okinawaïens et des yakuza mafieux. Ce qui fait que les maîtres d'arts martiaux au Japon considéraient le karaté comme un sport de voyous et non un art martial. Alors déjà, les gens qui disent que le karaté est un art martial japonais, voilà, le premier livre de Funakoshi. C'est pas moi qui le dis. Le premier livre de Funakoshi a été écrit donc en 22, Ryukyu Kempo Karate Jutsu. Alors, Ryukyu Kempo Karate, tout simplement. Vous voyez le karaté qui veut dire main de Chine. Et Kempo qui veut dire boxe, et Ryukyu qui est l'archipel. Ensuite, vous avez le premier livre de Shoki Motobu. Donc, Shoki Motobu
avec son premier livre, Okinawa Kempo Karate Jutsu. Technique de boxe, alors technique, pardon, de boxe, Kempo, chinoise, d'Iryukyu, ou de Kempo. Attendez, hop, Okinawa Kempo Karate Jutsu, d'Okinawa, pardon. Je le vois à l'envers dans mon écran. D'accord, donc à chaque fois on parle de boxe chinoise. Et le livre de Funakoshi a été détruit, et il a été réédité, Rentan Goshin Karate Jutsu. Donc là on enlève le mot Kempo, et on marque Goshin, c'est-à-dire protection. Hein, voilà. Et on est toujours en Karaté Jutsu, technique chinoise de protection. D'accord. Donc c'est pas moi qui le dis, hein. Regardez. Dictionnaire japonais. Kara, shin, te la main, ou la manière si vous voulez. Hein. Et là c'est ku, hein, ça vient de l'idéogramme ku que l'on retrouve dans Nanya Shingyo sur la vacuité. Voilà. Après, bon, j'avais toute une histoire de la WUKO, hein, World Union Karate Organization, hein, la première fédération mondiale de karaté, qui était chapeautée, hein, qui était présidée par Sasakawa. Ryoichi Sasakawa, criminel de guerre évidemment, libéré d'épargne pour pouvoir lutter contre le communisme, hein, enfin, entre guillemets le syndicalisme, mais le communisme au Japon. Alors il a fait, comment on peut dire, stériliser des centaines de milliers de femmes à Lima, au Pérou. Hein. Il avait été sollicité par le président Fujimori, d'origine japonaise, pour lutter contre, j'allais dire, la prolifération des low people, hein, parce que le FMI donnait des millions et des millions de dollars à Lima, c'est-à-dire au Pérou, mais il ne fallait pas que cet argent soit dispersé par les pauvres, qui se reproduisaient comme des rats. Donc en fin de compte, il a trouvé la solution, Fujimori, d'ailleurs ça lui a valu d'être mis à prix hein, par le tribunal de La Haye, il me semble. Hein. Donc, et je ne sais même pas s'il a été jugé d'ailleurs, et donc il a fait appel à Sasakawa Ryoichi, qui était président de la Fédération mondiale de karaté, voilà, qui cassait les grèves, etc. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a eu Kunio Tatsuno, hein, qui a été assassiné de 2 balles dans la tête. Hein, il était 10e dan de karaté, fondateur du Bushukai Dojo en 61, du Koshinkan Dojo en 82, Soke du Motobu Ha Shitoryu Seishinkai, président directeur de la Seishinkai, fédération rassemblant 5 styles de karaté, et il était chef yakuza du clan Yamaguchi-gumi de Osaka. C'est le plus grand clan mafieux au Japon. Vous aviez le plus grand chef des mafieux de tous les temps, c'était Ryoichi Sasakawa. Il se disait lui-même être le Al Capone japonais. Et le deuxième était Ryoichi Sasakawa, qui est au milieu ici, avec le président de la Fédération française de karaté de l'époque. Donc qu'est-ce que fait le président français de la Fédération française de karaté avec le plus grand mafieux? Voilà. Et quand Ryoichi Sasakawa n'a plus été président de la Fédération mondiale de karaté, eh bien c'est l'autre président de la Fédération française de karaté qui a été lui-même président de la Fédération mondiale de karaté. Donc il a remplacé le plus grand mafieux de tous les temps japonais. Voilà, voilà, voilà. Vous en conclurez ce que vous voudrez. Bon, évidemment, hein, ça c'est juste un petit dossier, hein, j'ai 40 fois ça pour vous expliquer vraiment l'histoire du karaté. Le judo, je ne peux pas vous le montrer parce que le dossier est sous la caméra. C'est un peu pareil, hein, où quand Jigoro Kano disait que lui-même qu'il avait pris une bonne partie de ses techniques dans la lutte gréco-romaine. Bon, il faudrait être complètement aveugle pour pas comprendre. Hein. Voilà, donc bon courage à tout le monde. Pour les stages, eh ben, comme je le dis toujours, hein, si vous venez avec votre épouse pour participer au stage, on vous fait 20% pour le couple. Vous pouvez venir avec vos enfants. De toute façon, il n'y a aucun exercice qui est dangereux. La seule chose pour les enfants, s'ils ont moins de 14 ans, ils auront du mal à méditer. Et bon, maintenant, si c'est des générations de jeux vidéo, ça va être encore plus difficile, mais bon, on va pas passer notre temps face au mur à méditer. Hein. On travaillera à plusieurs et tout ça. Donc,
vous allez ressortir, vous allez péter les énergies. Hein. Vous allez avoir du mal à vous saouler. Hein. Tellement vous serez à l'intérieur de vous. Vous aurez du mal à faire partir. Ok, donc, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur. Et puis, à très bientôt pour ceux qui font les 2 stages, là, du 27 au 29 et du 3 au 5. On va commencer... Ah, c'est très bientôt, là. Allez, à bientôt. Passez de bonnes fêtes.